19 jours, 456 heures. En Hollande, le temps a dû paraître bien long aux 54 otages des terroristes sud-moluquois. 19 jours d'espoir et de désespoir avant d'entendre le claquement des fusils d'assaut et d'être assourdi par le rugissement des réacteurs des avions à réaction Starfighter de l'armée de l'air néerlandaise. Ce matin, le gouvernement de La Haye a ordonné l'assaut. Assaut à la fois contre le train de Glimmen et contre l'école de Smilde. Dans le train, 50 otages étaient gardés par 10 terroristes. Dans l'école, 4 professeurs étaient retenus captifs par 4 autres terroristes. Commencée à 4h53 ce matin donc, la double opération aura duré en tout moins de 10 minutes. Elle sera hélas meurtrière. 2 otages tués, on ne sait pas encore dans quelles conditions. 7 autres blessés ainsi que 2 fusiliers marins. 6 terroristes dont le chef du commando ont été tués eux aussi durant l'assaut et un autre a été blessé. Faire donner l'assaut, c'était finalement l'unique solution qui restait au gouvernement néerlandais après des journées et des journées de vaines discussions et négociations. Il n'était plus possible, a déclaré le chef du gouvernement, d'attendre plus longtemps. Une déclaration qui n'a pas empêché certains jeunes représentants de la communauté moluquoise de qualifier de lâche l'attitude des autorités hollandaises. La guerre des nerfs a donc échoué en Hollande. Paralysée depuis le 23 mai par cette double prise d'otages, les autorités néerlandaises ont choisi la force au petit jour pour venir à bout des terroristes. La victoire est amère pour le gouvernement de La Haye. Il y a des morts des deux côtés et cela risque d'envenimer sérieusement les rapports entre les deux communautés à Assen, déjà tendues depuis l'action des deux commandos. Ces 2 attaques simultanées du train et de l'école de Bovensmilde avaient été décidées hier à la suite de l'échec d'une nouvelle tentative de médiation. Personne ne voulait céder, les terroristes refusaient de se rendre et les autorités de les laisser partir. Alors ce matin, à l'aube du 20e jour, c'était l'assaut. Il était exactement 5h moins 5 minutes. 6 avions de chasse Starfighter sortent des nuages. Ils piquent sur le train comme s'ils allaient le bombarder. En rase-motte, au-dessus des wagons, ils larguent les bombes fumigènes. Dans le même temps, 30 fusiliers marins sortent de l'ombre. Les automitrailleuses ont pris position discrètement durant la nuit. Couverts par un tir nourri de l'armée néerlandaise, les fusiliers marins attaquent le poste de conduite et le wagon de première classe, PC du commando. Barricadés à l'intérieur, les Moluquois ripostent, crépitement des armes automatiques et le bruit des explosions. Les fusiliers marins font sauter les portes du convoi pour permettre aux otages de s'échapper. Encore quelques coups de feu et à 5h10, tout est terminé. Le silence retombe, brutal. L'attaque a duré 15 minutes. Les otages, paniqués, courent à travers champs. Les ambulanciers les évacuent vers l'hôpital de Groningue. À l'école de Bovensmilde, la libération des otages a été à l'image de leur séquestration, pratiquement sans histoire. À la seconde même où les Starfighters survolaient le train, les automitrailleuses perçaient une brèche dans le mur d'une classe. Surpris par cette attaque, les 4 Moluquois qui avaient relâché 105 enfants le 27 mai ont essayé de riposter. Il n'y a pas eu de victimes. Cet assaut de l'école de Bovensmilde a duré 10 minutes. Depuis la libération des enfants, ce 2e commando soutenait le siège avec une certaine apathie. Il était en rapport par téléphone avec les terroristes du train, mais n'est intervenu à aucun moment dans la longue médiation. La double prise d'otages aux Pays-Bas est terminée, mais que va-t-il se passer maintenant? Néerlandais et Moluquois avaient pris l'habitude de vivre côte à côte, sans haine ni mépris, mais aussi sans chaleur ni échange. Les enfants néerlandais, des harkis néerlandais, sont nés aux Pays-Bas. Ils ne connaissent pas les Moluques du Sud, mais se sentent ici mal intégrés. Alors ce soir, les jeunes nationalistes disent « Vous entendrez encore parler de notre grande colère ». Madame, mademoiselle, monsieur, permettez-moi, avec un tout petit peu de retard, de vous dire bonsoir. Cet assaut donné en Hollande constituait bien sûr l'événement de cette journée en Europe. Chez nous, l'actualité est heureusement moins tragique, même si l'affaire de l'enlèvement de monsieur Révelli-Beaumont n'est pas actuellement terminée. Dans ce dossier, toutefois, il semble que le dénouement approche. Nous en reparlerons d'ailleurs dans quelques minutes. Aujourd'hui, en tout cas, les fanatiques de l'aviation ont été gâtés. Au Bourget, un peu au nord de Paris, donc, le 32e salon de l'aéronautique et de l'espace s'est transformé en carrousel aérien. Un carrousel qui reprendra d'ailleurs tout au long de la journée de demain, dimanche. Monsieur Raymond Barre avait en tout cas choisi cette occasion pour annoncer les détails du plan de restructuration de l'industrie aéronautique française. Un plan basé sur la nécessité d'une coopération européenne pour la construction des avions et d'une coopération entre les compagnies aériennes françaises. L'État est prêt à apporter son concours à cette coopération
en concluant simultanément avec chacune d'elles un contrat d'entreprise. Quant aux besoins résiduels des deux compagnies en avions moyen courrier, le gouvernement n'exclut pas d'accepter leur couverture par la location à titre intérimaire d'un nombre limité d'appareils étrangers, mais le terme de cette location devra coïncider avec la mise en service du nouvel avion moyen courrier dont les chances seront ainsi intégralement préservées, nos compagnies nationales lui offrant de cette manière d'emblée une base de lancement importante. Cet Airbus qui décolle devant le Premier ministre cet après-midi au Bourget, c'est un double symbole. D'abord parce qu'il est peint aux couleurs d'une compagnie aérienne américaine et que c'est difficile de vendre des avions aux États-Unis. Ils détiennent 90% du marché occidental. Ensuite parce qu'il est construit en coopération avec notamment l'Allemagne et que cette coopération marche très bien. C'est autour de l'Airbus donc que va se bâtir l'aviation civile française. Bien sûr, vous venez de l'entendre, le Premier ministre autorise Air France à louer des avions américains pour remplacer ces vieilles caravelles. Mais c'est en attendant la venue d'un futur avion, l'A200, capable à son tour de remplacer les Boeing américains. Ce futur avion, ce futur A200, va ressembler beaucoup à l'Airbus. Il aura deux moteurs sous les ailes, comme celui-ci. Il aura même la silhouette à peu près semblable à celle de l'Airbus, mais il sera beaucoup plus petit. Au lieu des 250 places de l'Airbus européen, il en aura 120 à 160. Mais cet avion, l'A200, ne se fera que à trois conditions. Premièrement, si les Européens sont tous d'accord pour le construire. Deuxièmement, si tous les partenaires qui accepteront de le construire partageront tous les risques financiers. Troisièmement, si les compagnies aériennes européennes acceptent de l'acheter. Vous voyez donc, il ne s'agit plus maintenant de gaspiller de l'argent, mais de construire des avions. Ensuite, on peut remarquer que l'Angleterre, qui ne fait pas partie de Airbus Industrie, du consortium européen, sera très intéressé par ce nouvel avion, cet A200, et peut-être prendra une part très importante. C'est en tous les cas la tâche qu'aura à coordonner M. Jean Blancard, l'ancien patron du Gaz de France, qui maintenant est responsable donc de toute l'aviation civile française, qu'elle vienne de l'aérospatiale ou de la partie, disons, pas nationalisée, mais mise sous tutelle de l'État chez Marcel Dassault. Enfin, vous voyez donc que le discours de Raymond Barre a beaucoup éclairci la situation. Il reste maintenant à travailler et surtout à coopérer avec les autres Européens. Ceux qui s'attendaient à un congrès de la CGC agité n'auront pas été déçus aujourd'hui. À Versailles, les 900 délégués, 900 et quelques délégués de la Confédération Générale des Cadres, avaient à élire leur président pour une période de 18 mois. Trois candidats s'étaient fait connaître, M. Charpentier, qui était le président sortant, M. Markelly et M. Menu. Normalement, les résultats du vote auraient dû être connus vers le milieu de l'après-midi, et finalement, à 19h30, on l'attendait encore, ce résultat. Et finalement, le résultat du vote vient de nous parvenir. Monsieur Yvan Charpentier, finalement, a été réélu. Sur 896 votants, M. Charpentier a obtenu 489 suffrages. M. Markelly, lui, obtient 226 voix et M. Menu 167 voix lors de ce congrès donc de la CGC qui se tient actuellement à Versailles et qui se poursuivra demain jusqu'à midi. Depuis cet après-midi, depuis 16h très exactement, les amoureux de la course automobile regardent vers Le Mans et les fanatiques, eux, ont fait le voyage. Ils sont actuellement 120 ou 130 000, nous a dit il y a quelques heures Jean-Michel Leliot en direct du Mans, 120 à 130 000 à regarder tourner les bolides. Cette année, les 24 heures du Mans se résument à une lutte franco-allemande, Renault contre Porsche, qui va l'emporter. Je crois qu'à 8h09, Jean-Michel, on peut déjà se faire peut-être une petite idée. Eh bien, il faut dire que pour le moment, effectivement, on peut se faire même une belle idée, étant donné que deux des Porsche ont abandonné. La Porsche d'Henri Pescarolo, qui a abandonné il y a plus d'une heure maintenant, et Rolf Stomlen est rentré à son stand il y a à peine 10 minutes. Donc on trouve en tête de ces 24 heures du Mans deux Alpines, Jabouille et Belle, Lafitte et Depailler, et à la troisième place Tambay et Josso, mais qui connaissent quelques problèmes et qui sont actuellement arrêtés à leur stand. Alpine donc a remporté la première manche de son combat devant Porsche, néanmoins il n'a pas pour autant remporter encore les 24 heures du Mans. La nuit va être longue, les voitures ne sont peut-être pas aussi fiables qu'on pourrait le croire, étant donné déjà l'ADER qu'a connu Alpine en début de course, lorsque Pironi a été obligé d'abandonner après à peine un tour de course, sa voiture ayant pris feu. Donc Alpine va chercher maintenant à courir à l'économie, mais est-ce que ce sera suffisant pour maintenir l'avantage acquis ?
tournée actuellement au Mans. Je crois d'ailleurs qu'il me faudrait rendre à César ce qui appartient à César. J'attendais Jean-Michel Lelio en direct du Mans et finalement, je me retrouve et nous nous sommes retrouvés avec un autre de nos confrères qui s'appelle Marc Menant et que vous connaissez bien, mais qui d'habitude s'occupe un peu plus de cyclisme, de course automobile. Il a changé de monture, si j'ose dire. L'affaire Revelli-Beaumont. Sans nuance, je pourrais dire que rien de nouveau ne s'est produit depuis hier soir. Monsieur Revelli-Beaumont est toujours retenu prisonnier. L'ultimatum fixé par ses ravisseurs à ce matin 0h a maintenant expiré depuis plus de 20 heures et la direction de Fiat annonce qu'elle n'a pas changé d'avis. Elle ne paiera pas, dit-on en Italie, de rançon. Cela, c'est la surface de cette affaire, car en réalité, le dénouement, et c'est heureux, est peut-être plus proche qu'on ne le pense. Ces trois éléments viennent à l'appui de cette thèse. L'ultimatum pour le versement de la rançon a été prolongé de 24 heures. L'épouse de M. Revelli-Beaumont a demandé au ravisseur de son mari d'entrer en contact avec elle. Et enfin, M. Agnelli, le PDG de la firme Fiat, est encore aujourd'hui à Paris. Alors, Philippe Gassot, que se passe-t-il actuellement au domicile de M. Revelli-Beaumont, rue de la Pompe, dans le 16e arrondissement? Je ne sais pas si Philippe Gassot m'entend. Je n'en ai pas tout à fait Devant le l'impression. 183 de la rue de la Pompe, nos confrères journalistes sont rassemblés. Nous attendons d'une minute à l'autre Madame Revelli-Beaumont qui doit nous faire une importante déclaration. Ce sera la deuxième conférence de presse en moins de 24 heures. Ce qu'on a pu constater depuis le début de cet après-midi, c'est qu'il y a eu une véritable frénésie de déplacement en voiture. Il y a eu des Fiat qui sont partis du côté des Champs-Élysées, qui sont revenus dans une sorte de triangle délimité par la rue de la Pompe, l'avenue des Champs-Élysées et l'avenue Victor Hugo. Il semble que Paolo, le fils de la famille, le fils Revelli, ait pris les choses en main et qu'il veuille traiter directement. C'est lui qui mène cette sorte de ronde de la dernière chance et c'est par lui qu'on va connaître peut-être dans quelques instants ou ce soir, quand expirera l'ultimatum, le second, ce qui va se passer dans cette affaire. Merci Philippe Gassot. Je vous propose maintenant de revenir sur les événements de ces dernières 24 heures. Hier soir donc, à 20 heures, la tension montait de minute en minute. L'ultimatum fixé par les ravisseurs de M. Revelli-Beaumont approchait de sa fin. Je vous propose de voir les images de ces dernières 24 heures. Ce matin, les abords du domicile de la famille Revelli-Beaumont, rue de la Pompe, dans le 16e arrondissement, étaient beaucoup plus calmes que la nuit dernière. Toutefois, vers 9 heures, deux hommes portant de gros sacs arrivent en taxi. Ils restent à peu près 45 minutes chez Madame Revelli-Beaumont et repartent vers une destination inconnue. La nuit dernière, la femme et le fils du PDG enlevé avaient fait chacun une déclaration. Tout ce que je peux vous dire, je prie l'organisation qui détient mon mari de se mettre immédiatement en communication avec la famille. Arrêtez une seconde. Une seconde, on va... Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour cette nuit, nous pouvons être tranquilles seulement pour cette nuit. C'est tout ce que j'ai à dire. Les ravisseurs sont-ils rentrés? La nuit avait été marquée par de nombreuses allées et venues des enfants Revelli-Beaumont, faisant la navette entre le domicile de leurs parents et des lieux inconnus. Depuis hier soir, le PDG de Fiat, Giovanni Agnelli, est à Paris. On pouvait donc supposer que la famille Revelli avait eu des contacts avec lui. Cette hypothèse a été démentie cet après-midi par la société Fiat. Celle-ci prétend qu'aucune rencontre n'a eu lieu entre son président et la famille Revelli. Fiat se refuse donc officiellement à payer la rançon. Dans l'hypothèse où Mme Revelli-Beaumont, comme nous le disait Philippe Gassot, tiendrait une conférence de presse durant le laps de temps de ce journal, c'est-à-dire avant 20h30, il est bien évident que nous vous en tiendrions informés, bien sûr, et que Philippe Gassot pourrait intervenir à tout moment dans ce journal. Hier, 250 spécialistes des maladies infectieuses se sont réunis à Grenoble. Alors, faute de parler de médecine, on a beaucoup parlé gros sous et surtout consommation des antibiotiques. Le professeur Sournia est avec nous ce soir. Professeur Sournia, les Français consommeraient-ils les antibiotiques comme l'acide acétylsalicylique, autrement dit comme l'aspirine, en se disant que si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal? Non, tout à fait. Les antibiotiques sont des médicaments extraordinairement utiles et indispensables dans beaucoup de circonstances, mais ils doivent être employés à bon escient. Et on a constaté, les médecins constatent que depuis plusieurs années, peut-être, ils sont, dans certaines circonstances, trop généreux de prescription des antibiotiques, ce qui n'est pas tout à fait sans danger. Mais est-ce qu'on a une idée de la masse d'antibiotiques vendus chaque année et consommés donc en France? Oui, on dépense à peu près en France, chaque année, 1 milliard ou 1,5 milliard de francs actuels, bien sûr, en France. D'antibiotiques. Et cette consommation vous paraît-elle abusive? Est-elle juste ou est-elle dangereuse?
Elle est certainement excessive et partiellement dangereuse. Elle est excessive, la preuve en est que dans les hôpitaux où les médecins et les pharmaciens de l'hôpital ont bien voulu s'intéresser à cette consommation, en limitant la consommation des antibiotiques à ce qui est nécessaire, on arrive à la réduire d'un tiers. Et elle est dangereuse par ailleurs, cette hyperconsommation, parce qu'on arrive à créer d'une part des allergies et d'autre part à diminuer la sensibilité des microbes aux antibiotiques, c'est-à-dire qu'ils perdent leur efficacité. Alors qui sont les responsables de cette surconsommation? Ce sont les médecins qui prescrivent ou ce sont les malades qui demandent? Les deux, bien sûr. Il existe un engouement pour les antibiotiques et on veut des antibiotiques pour toutes les circonstances, même pour des maladies dans lesquelles les antibiotiques ne sont pas efficaces. Professeur, est-ce que vous voyez une solution à cette surconsommation française de médicaments et en général et d'antibiotiques en particulier? Oui, certainement. Je crois qu'il faut que le public se rende compte que les médicaments ont leurs avantages mais également leurs inconvénients et les médecins doivent également se limiter à l'indispensable. Professeur, je vous remercie. Aux États-Unis, la police recherche toujours l'assassin du pasteur Martin Luther King. James Earl Ray, c'est le nom de cet assassin, s'est évadé cette nuit du pénitencier de Nashville. Il avait été condamné en 1968 à 99 ans de prison. 5 agriculteurs de la région nantaise ont été condamnés hier soir à 2 mois de prison ferme et à 6 mois de prison avec sursis. Ces 5 agriculteurs étaient accusés d'avoir détruit au début du mois le registre d'enquête d'utilité publique relatif à l'installation d'une centrale nucléaire sur le territoire de la commune du Pèlerin, c'est en Bretagne. Le vélo, eh bien, le vélo, on va beaucoup en voir demain en France. Ce 12 juin 1977, ce sera en effet, en dehors des bolides du Mans et des avions du Bourget, consacré entièrement à la bicyclette. Une journée nationale du vélo, c'est la première du genre, patronnée par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le Comité national olympique et sportif français et Radio France. L'occasion, pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, de reprendre peut-être contact en souplesse, surtout avec les dérailleurs et les pignons. Elle n'est pas encombrante, elle ne fait pas de bruit, elle ne pollue pas. Bref, elle a toutes les vertus. Cette petite reine, dont on s'apprête à célébrer le jubilé, n'en finit pas de séduire les Français. Ils sont 14 millions à l'utiliser d'une façon ou d'une autre. Ils lui trouvent tour à tour des vertus utilitaires, sportives et thérapeutiques. Entre elle et les Français, c'est aujourd'hui le coup de foudre. Ça permet de visiter des contrées qu'on ne connaît pas bien. Et au moins en voiture, tu n'as pas le temps de les visiter, tandis que quand tu es en vélo, on a le temps de les visiter, on a le temps d'admirer les campagnes. Par exemple, quand on va rouler tous les matins, comme nous on roule tous les matins, ben on a vu les campagnes se verdir, on a vu les blés monter, on a vu quand même la beauté du paysage de l'Île-de-France qu'on n'aurait pas connu si on avait connu. À condition de ne pas plonger la tête dans le guidon, hein, comme certains le font, oui. De rouler à sa main. Pour rouler à 20 à l'heure, comme tu dis, tu peux maigrir, à une condition que tu sois comme une paupiette dans une cocotte minute. Voilà, c'est-à-dire que tu sois habillé dans la laine jusqu'à là, des gants jusqu'à là, et un machin comme ça, 20 à l'heure. Toutes les courses qui m'intéressent, c'est des bosses, moi. C'est pas un gars qui roule autour de ça, moi. C'est pas ça. Ah non, mais non. Mais non, va faire 100 bornes avec moi, je te prends, moi. Je suis comme Poulidor, moi. J'accroche, et puis il faut qu'ils y vont à l'arracher, les mecs. Ben, on n'aurait pas le vélo, on s'en quiquinerait. Moi, je vois les gars dans mon quartier, ils vont taper une belote ou des machins comme ça. Les boules, c'est bon, et mais tandis que nous, c'est plus sain quand même d'aller se taper 80 bornes. Tout le monde le recommande, les médecins. Tout le recommande, même pour être cardiaque, pour le cœur, pour les jambes, pour l'arthrose. Ça, c'est une condition physique qui vient. Regarde, moi j'ai 72 piges, et ben, je tiens quand même le coup. Pour célébrer ce mariage d'amour entre les Français et leur petite reine, il fallait bien faire la fête. D'où l'organisation de cette journée nationale de la bicyclette. Une journée de propagande qui risque de devenir finalement une journée de revendication. Car les cyclistes en ont assez d'être les parents pauvres. 1500 km de pistes cyclables en France, c'est insuffisant. Et pratiquement pas de parking dans les villes pour garer les 2 roues. Pas étonnant dans ces conditions que la bicyclette n'ait pas encore gagné le centre des villes, exception faite pour La Rochelle, où depuis un an, elle est vraiment reine. C'est donc pour lui donner en ville la place qu'elle a à la campagne que les utilisateurs de la bicyclette souhaitent des mesures concrètes et pas seulement une journée nationale. Automobilistes, donc, demain, soyez charitables. Il y aura beaucoup de bicyclettes et beaucoup de vélos sur les routes. Faites attention, on dirige plus difficilement un vélo qu'une automobile et on freine surtout plus difficilement. Le vélo, c'est déjà finalement la page sportive qui est ouverte. Alors ce soir, continuons avec le football et les footballeurs seront au rendez-vous de la Coupe de France. Il s'agit des demi-finales avec un Reims-Nice de bonne facture et surtout un Saint-Étienne-Nantes. Pour Saint-Étienne, une victoire dans la Coupe est indispensable si les Verts veulent jouer la saison prochaine une Coupe européenne. Et puis, toujours en sport, mais là il s'agit de perche, une information que Christine Cuisin vient de m'apporter.
Jean-Michel Bello a battu il y a tout juste une demi-heure le record de France du saut à la perche. Jean-Michel Bello a fait un saut de 5,50 mètres. C'est une belle hauteur déjà. C'est en tout cas une hauteur clé pour aller un peu plus haut. Cela se passait au meeting d'Essy-les-Moulineaux et nous en verrons les images dans notre journal à 23h. Retour à l'automobile. Les 24 heures du Mans, les voitures tournent toujours. Y a-t-il eu des changements sur le circuit de la Sarthe, Jean-Michel Lelieu ou Marc Menant? Eh bien, des changements, non. On trouve toujours des Alpines actuellement en tête, étant donné que les Porsche ont abandonné, tout du moins les Porsche d'usine, 2 sur 3, Stomlen et Pescarolo. Mais chez Alpine, tout ne va pas pour le mieux pour autant. En effet, depuis maintenant 10 minutes, c'est-à-dire l'heure où tout à l'heure nous nous sommes retrouvés en direct dans le journal, la 3e Alpine, celle de Josso et Tambay, qui occupait la 3e place du classement général, est arrêtée à son stand. Elle a des ennuis mécaniques et les mécaniciens essaient de trouver exactement de quoi elle souffre. Mais ça y est, elle repart maintenant, donc plus de peur pour cette Alpine. Elle repart, elle reprend la piste avec Jean-Pierre Josso à son volant. Voilà donc 3 Alpines toujours dans la course. Elles occupent les 3 premières places. À la 4e place, on trouve une Mirage Renault, c'est-à-dire presque une cousine, c'est la famille. Et puis en 5e position, une Porsche privée. Alors est-ce qu'on peut déjà affirmer qu'Alpine a remporté les 24 heures du Mans? Vous savez, ici c'est un peu une course d'usure. Déjà, il ne faut pas que le pilote fasse la moindre faute. Or, la nuit, il y a parfois du brouillard dans la ligne droite des Hunaudières et les voitures les moins rapides apparaissent au dernier moment. Et parfois, donc, il y a des accrochages qui peuvent compromettre une voiture qui se trouve en tête de la course. Mais il y a aussi le côté usure de la mécanique. Même lorsqu'on ne force pas sur ces bolides, eh bien, ils sont tellement sophistiqués que d'un seul coup, il peut y avoir un petit grain de sable qui vient, disons, gêner les rouages. Et à ce moment-là, eh bien, on est contraint à l'abandon. Néanmoins, avec 3 voitures qui se trouvent en tête de la course, une cousine, une 4e donc qui se trouve à la 4e place, on ne voit pas comment Renault maintenant pourrait perdre ses 24 heures du Mans. Cela fait très longtemps que Renault avait abandonné ce genre de compétition et il a voulu revenir avec toutes les chances de victoire. L'année dernière, ils avaient fait un petit galop d'essai. Cette année, ils avaient engagé un maximum de moyens et donc le pari semble se gagner. Mais au Mans, je vous le dis, il faut toujours rester prudent. Marc Menant, est-ce que l'on peut déjà parler chiffres et parler de la moyenne au bout de 4h30 de course? Eh bien, on peut dire qu'au niveau des records, on en est très loin. En effet, les pilotes tournent ici, disons, 20 secondes en dessous du record du Tour qui était détenu par l'Italien Mesario qui avait réussi 3 minutes 20 secondes sur une Alfa Romeo en 1973. Et là, je dois vous dire, étant donné en plus que maintenant les Porsche ont abandonné, eh bien, les pilotes de Renault assurent le train. Ils roulent rapidement, bien sûr, mais pas très rapidement pour des pilotes de Grand Prix comme sont Depailler et Lafitte. C'est en dessous de 200 km/h de moyenne ou au-dessus? Sa voisine est 200 km/h. Je pense que ça doit faire aux environs de 204-205 km/h de moyenne. Ce qui est déjà très bien, bien sûr. Mais enfin, disons que les bolides ici pourraient tourner, s'ils allaient vite, si on les poussait dans leur dernier retranchement, à 225 de moyenne. Autant dire, vous voyez qu'il y a une très grande marge entre les possibilités réelles des voitures et les moyennes imposées actuellement par les pilotes. Marc Menant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, au Mans, on fait le plein. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs. Eh bien, vous savez, les 24 heures du Mans donnaient l'impression de se mourir depuis quelques années. En effet, les grands pilotes les désertaient et puis les marques n'avaient pas envie de jouer leur prestige ici à qui tout double 24 heures du Mans. Alors le public était parti, mais cette année, sachant que Porsche et Renault étaient au départ, qu'il y avait aussi des pilotes de Formule 1 comme Lafitte, Depailler, Tambay, et puis aussi Derek Bell qui a couru en Formule 1, Jackie X, Henri Pescarolo. Tous ces garçons donc assuraient le plateau, assuraient le côté spectacle du 24 heures du Mans et par conséquent le public a répondu nombreux à cette invitation des organisateurs et disons que ce soir on peut chiffrer à 150 000 personnes à peu près. On n'a pas encore de véritable fourchette d'estimation, mais à 150 000 personnes le nombre d'entrées ici au 24 heures du Mans. Enfin une dernière question et ensuite je vous laisserai repartir voir la course. Quel temps fait-il sur le Mans? Eh bien, on a eu très peur qu'il pleuve, mais actuellement, il y a des nuages qui, de temps en temps, apparaissent sur le circuit. Ils sont très détachés les uns des autres et par conséquent, le soleil filtre largement et donc on a du beau temps. Merci Marc Menant. Le temps s'est d'ailleurs un peu amélioré aujourd'hui sur l'ensemble de la France. Cela n'a pas empêché toutefois la pluie de tomber sur le sud-est et dans l'ouest. Demain, des Pyrénées et de la Méditerranée au Massif central, aux Alpes et aux Vosges, le temps sera le plus souvent très nuageux avec des pluies localement orageuses. Sur les autres régions, temps frais et variable. Un temps donc semblable à celui qu'ont connu ce matin les Britanniques à l'occasion de la dernière grande cérémonie marquant le 25e anniversaire du règne de la reine Elisabeth II, le jubilé. Cette dernière cérémonie, c'était le Trooping the Colour, le salut aux couleurs, une cérémonie en forme de spectacle avec sabre, bonnet d'ours et aussi les cornemuses.
ce dernier jour de la semaine du jubilé, la reine Elisabeth avait revêtu le grand uniforme de colonel de la garde écossaise. Car cette journée était surtout celle de la reine et de ses troupes qui lui rendaient honneur. Cette célèbre revue, Trooping the Colours, a lieu chaque année. À l'origine, en effet, ce sont les soldats du royaume, dispersés par les batailles, qui se rassemblent autour du drapeau. Mais cette cérémonie marque aussi l'anniversaire officiel de la souveraine, et pour ses 25 années de règne, elle revêtait pour Elisabeth une importance et un faste particulier. Des dizaines de milliers de Londoniens, les chefs d'État du Commonwealth, qui assistaient sous la pluie à ces 4 heures de cérémonie, ont pu voir que les traditions de la cour royale n'avaient guère changé depuis le fameux jubilé de la reine Victoria en 1897, qu'ils peuvent retrouver dans tous leurs livres d'histoire. Et c'est d'ailleurs lors du jubilé de la reine Victoria que pour la première fois une souveraine montait en Amazone. J'ai appris ça ce matin en écoutant sur Antenne 2 bien sûr la relation de ce reportage, de ces fêtes du jubilé de ce Trooping the Colours. À 23h30, c'est Pierre Alain qui vous tiendra au courant des derniers développements de l'actualité. Quant à moi, je vous retrouve demain soir à 20h. Bonne soirée.